Le travail autour de la question de l'humanitaire et de la construction finalement de l'autre, hein, qui était là dans la question du handicap, la personne en situation de handicap, dans l'humanitaire, entendu comme un trajet, hein, comme une espèce de, finalement, d'ensemble d'organisations qui travaillent en cascade pour voir en bout de piste qu'est-ce que font les Brésiliens qui n'obéissent pas à la loi de l'humanitaire et à ces tendances universalistes. Alors ça, c'était au cœur de mes questionnements, en même temps qu'au Québec, je poursuivais d'autres recherches avec une autre équipe, notamment une sociologue, Marguerite Cognet. Et là, nous avons travaillé sur la construction de l'autre, mais dans le contexte de l'intervention communautaire auprès des personnes réfugiées. C'est ce que j'ai appelé au Québec l'humanitaire de proximité, puisque tout ce qui concerne les réfugiés est très, très, très imprégné de l'idéologie humanitaire, et dans l'autre cas, une construction plus éloignée avec un humanitaire qui renvoie plus à l'intervention, disons, dans des situations plus extrêmes, si on peut dire, pour aller un peu rapidement. Alors, la problématique de l'humanitaire se trouvait traitée en parallèle de deux manières, avec autour de cette question-là, évidemment, la très grande importance de la problématique des droits humains qui a fini par s'imposer chez moi comme intérêt anthropologique. Et dans les deux cas, ces études ont permis finalement de contribuer à un numéro d'Anthropologie et Société que j'ai fait en 2007 sur la question de l'humanitaire, où là ont été conviés toute une série d'auteurs travaillant sur ces questions dans différents contextes, bon, comme on fait des numéros de la revue. Et ça a été comme la fin finalement de ce cycle autour de l'humanitaire. Je n'ai pas senti le besoin de poursuivre, mais plutôt la question des droits est devenue importante. Je vais y revenir. Et au Brésil, une des choses qui a finalement pris beaucoup de l'importance et qui était, moi je trouve ça important de dire qu'on fait des terrains avec des recherches qu'on planifie d'une certaine manière. Et puis quand on reste très, très ouvert sur les terrains, il y a des choses qui se passent, on le dit souvent à nos étudiants, mais ça se passe pour nous aussi, qui n'étaient pas prévues et qu'on accepte parfois d'accueillir et puis tout d'un coup, ça nous transforme. Alors, une de ces choses-là, au sein de l'ONG, c'était la manière particulière qu'ils avaient de travailler avec les personnes en situation de handicap, qui passait par la musique, qui passait par les arts. Et j'ai fréquenté les ateliers, évidemment, dans le contexte du terrain. Puis j'ai commencé à m'intéresser à cette idée du pouvoir transformateur de l'art. Évidemment, je n'étais pas très difficile à convaincre, vu mes fréquentations littéraires. Mais là, c'était autre chose. C'était à travers des objets, c'était à travers des formes de danse aussi, des formes d'interaction liées à la musique et tout ça. Puis, cette fois-là, j'avais amené pour la première fois une caméra en me disant, j'ai envie de m'en servir un peu comme d'un crayon. J'avais absolument aucune intention de faire quoi que ce soit d'autre que de prendre des notes en acceptant, bien sûr, en demandant, bien sûr, la permission pour prendre ces images-là. En particulier, quand on parle de personnes en situation de handicap, dans parfois des institutions, parce que nous y sommes allés aussi. Alors, ces images-là ont été finalement toute une histoire, puisque ça m'a permis de beaucoup mieux documenter la créativité de l'ONG et le travail qui n'était pas du tout humanitaire avec les personnes en situation de handicap, au contraire. Et d'ailleurs, on me disait tout le temps, vous savez, nous, on ne travaille pas sur le handicap. Notre vrai problème, ici, à Salvador de Bahia, c'est que 90% de la population est noire et pauvre.
Ça, c'est notre vrai problème. Alors, nous, on travaille aussi là-dessus, mais on va chercher de l'argent dans le handicap. C'est une façon de brésilianiser l'humanitaire. On va se dire, on va travailler nos vraies affaires, et puis là, on va leur dire, la pauvreté, c'est une forme de situation de handicap. Alors, moi, je les ai entendus dire ça aux gens en France, parce qu'on s'est organisé pour faire des rencontres et d'amener les Brésiliens en France pour des séminaires. Donc là, les premières images sont finalement, on partage ces images-là avec d'autres au retour du terrain. Sur le terrain, j'en fais rien. Et puis, plusieurs personnes me disent, mais il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ça, il faut monter ça. Et puis là, avec Patrick, on se dit, ben, on va essayer de le faire. Et là, on s'est trouvé des gens pour nous aider à créer un montage. Mais là, rien de pire que faire un film qui n'est pas planifié. puisque il n'y avait pas de début, de milieu, de fin. Il y avait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, des vraies images d'ethnographie absolument brutes. Alors, on s'est construit une sorte de scénario et puis ça donne quelque chose de pas nécessairement complètement convaincant, mais c'était quand même la première expérience et je crois que entre le livre et ce qu'on réussit à traduire, notamment des ateliers et de la diversité, de l'expérience de la diversité entre les personnes handicapées elles-mêmes et entre les personnes handicapées et toute la question raciale, et les questions de genre qui se greffaient à tout ça dans les ateliers, les réflexions que se faisaient les personnes y travaillant, les mises en situation qui étaient proposées, on a pu traduire quelque chose finalement qui, probablement que dans la restitution avec les milieux avec lesquels nous avons travaillé, c'est ce qu'on a fait de meilleur. On a fait des séminaires, il y a eu 40 ONG de droits humains à Salvador quand on a fait ça. On a fait des séminaires en France avec toutes les composantes de Handicap International qui sont venues de Suisse, de Belgique, de tous les pays participants de l'Europe. Mais ce petit film de 20 minutes, à côté d'un livre de 400 pages, c'est désespérant à dire, mais c'est ce qui marche le mieux. Vraiment, on peut le dire. Et en termes de réception et de capacité de dialogue autour de contenu, le pouvoir de ces images est fascinant. Et il nous permet de créer finalement des situations d'échange et des situations de partage et des situations d'égalité dans les rapports avec les personnes avec qui nous travaillons qui sont exceptionnelles. Et je suis très heureuse d'avoir osé prendre ma caméra pour un crayon et m'être un peu trompée parce que c'est loin d'être la même chose, et d'avoir commencé ce travail-là. Mais surtout, d'avoir pu, je dirais, traduire, je l'ai fait aussi dans le livre, mais avec Patrick, par le film, on a réussi, je pense, à bien traduire la sensibilité brésilienne et la manière d'approcher de manière extrêmement originale le handicap, tout à fait en dehors du champ écrasant de l'humanitaire et du débat finalement qui marque l'anthropologie autour de l'humanitaire, où est-ce qu'on le regarde beaucoup à travers les questions de guerre et les questions d'intervention en situation de guerre, sans penser qu'une grande partie des interventions, c'est pas nécessairement ça et qu'il y a d'autres choses à voir. Donc là, on pouvait faire apparaître l'autonomie de l'organisation et son caractère profondément brésilien. Toutefois, pendant cette recherche, il y avait un grand débat qui se passait au Brésil, qui était, dont on commençait à parler. C'était celle des quotas pour les Noirs dans les universités. Cette discussion-là commençait à être, on était en 2006-2007, cette discussion-là était sur toutes les lèvres. Des gens qui s'intéressaient en particulier à Salvador de Bahia, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est 90% de la population qui se considère noire, afro-brésilienne tout au moins, et vous avez, il y avait 2% à l'époque de cette catégorie de personnes qui pouvaient aller dans les universités publiques. Alors, on peut dire que c'est une vraie question. Et par ailleurs, à l'intérieur de la société brésilienne, la division était très, très profonde
sur est-ce qu'on doit accepter des quotas. Et le débat se faisait sur fond de qualité des universités. Si on fait ça, est-ce que nos universités publiques, dont les Brésiliens sont très fiers, vont diminuer en qualité? Moi, j'avais déjà entendu ça, mais pour les femmes, hein, dans les années 70, il y a eu des débats célèbres à l'Université Laval même, hein, autour de est-ce que c'est une bonne idée d'avoir plus de professeurs féminins, de travailler cette question de la représentation des femmes, à la fois comme étudiantes et comme professeurs. Mais là, c'était la même affaire, finalement. On va diminuer la qualité de nos universités. Moi, je me disais, mon Dieu, c'est encore possible qu'on dise des choses pareilles. Et une des personnes avec qui je travaillais à Vida Brasil, noire, je lui dis, toi, est-ce que tu penses utiliser les quotas? Et elle me dit non. Et là, je comprends dans notre discussion qu'elle considérait à l'époque, mais ça a changé depuis, que ça aurait été une faveur à lui accorder. Elle voulait entrer à l'université sans aucune considération de quota, parce que pour elle-même aussi, ça aurait été comme une déconsidération de sa candidature. Alors, j'étais fascinée par ça et intéressée par le débat, puis surtout marquée par ce que j'avais appris de l'ONG, hein, dans la brésilianisation de la problématique du handicap. Finalement, la question noire, elle est très importante au Brésil. Et là, j'ai eu le goût de travailler directement sur cette question. Et j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal Bogumil Kos. Et Bogumil, à ce moment-là, qui occupait la chaire d'études comparées des mémoires, travaillait des questions associées aux réparations des grands torts historiques. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette littérature, à être fascinée par cette littérature, et un jour vivre avec lui un séminaire extraordinaire. Il avait fait venir 6 chercheurs africains après le Rwanda. Et c'était donc toute la question des réparations après ce qui s'était passé au Rwanda, discutée, mais par des Africains. C'était un des grands moments de mon histoire intellectuelle, d'avoir écouté ces discussions très sensibles, très intelligentes, et ces blocages de l'histoire. Et est-ce que c'est possible de réparer l'histoire? Et là, évidemment, on a en tête ce qui s'est passé avec les Autochtones, on a en tête ce qui s'est passé avec toute l'histoire de l'esclavage. Il y en a plein d'histoires où la question des réparations pourrait se poser. Alors, j'ai eu le goût de la poser assez directement avec le contexte afro-brésilien. J'ai eu le goût de m'intéresser à un mouvement qui est le mouvement noir au Brésil et de comprendre cette histoire du passé de l'esclavage pour ceux qui sont arrivés au Brésil à travers cette histoire. Et j'avais en mémoire ce moment passé avec mon amie brésilienne qui me disait non, je ne vais pas utiliser les quotas, et de l'avoir vu et tout d'un coup d'avoir presque halluciné à travers son visage le passage des générations, d'avoir pensé ses origines et m'être demandé comment une personne aujourd'hui vit avec cette histoire-là et comment le mouvement social peut traduire cette histoire-là. Alors, les questions de citoyenneté me sont revenues. Évidemment, la notion de réparation, c'est une catégorie juridique. J'ai eu envie d'y travailler. Et là, j'ai eu envie de travailler sur une idée. Où là, j'ai été très influencée par Mark Goodale et puis d'autres chercheurs qui est devenu professeur à l'Université de Lausanne, d'ailleurs, Mark Goodale, qui a travaillé dans les années 2000 aussi à cette idée de vie sociale des droits. Alors, j'ai eu envie de l'interroger par la notion de réparation à travers l'action d'un mouvement social
les visions d'un mouvement social et de suivre, un peu comme je l'avais fait pour l'humanitaire, le mouvement, non pas dans une faction, dans un sous-groupe, mais vraiment dans sa plus grande amplitude, en interrogeant aussi bien des personnes venant des contextes religieux, des contextes culturels, des contextes juridiques, des contextes politiques, et d'entendre finalement qu'est-ce que c'est que pour vous réparer cette histoire. Mais évidemment, pour arriver à une telle question, qui est le genre de question qu'on pose à la fin d'un entretien, il faut en avoir posé un certain nombre d'autres, et il faut aussi fréquenter étroitement le milieu noir brésilien dans toutes ses manifestations, dans son travail sur la culture, son travail sur le religieux, et ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Là aussi, dans le contexte de ce travail, l'art a été très important. La question de l'image aussi, puisque là, j'ai commencé avec le soutien de chercheurs postdoctoraux, notamment Pedro Simonar, qui était chercheur au Brésil, qui est retourné maintenant, qui a un poste dans une université brésilienne. Donc, on a fait des films, et ces films permettaient de travailler non pas le discours et la manière et l'histoire du mouvement noir et la mémoire qu'il en a de la question de l'esclavage et tout le travail qui est fait par ce mouvement dans différents contextes, mais ça me permettait aussi de voir ce que j'ai appelé plus tard la performativité des droits, c'est-à-dire comment, dans l'espace public, on fait intervenir, on travaille à partir de manifestations culturelles et vont se mélanger des pratiques culturelles, des revendications en termes de droit, des revendications en termes de droit à la religion, parce que toute la question juridique associée à la pratique des religions afro-brésiliennes est extrêmement importante. Tout le monde ne sait pas ça, mais il y a beaucoup actuellement de demandes qui sont faites au secrétariat des droits humains à l'ONU pour le travail de discrimination, contre la discrimination qui est faite au Brésil par rapport à ces religions. Ils sont rendus là à faire des actions comme celle-là, tant il y a des problèmes avec les pentecôtistes et tant il y a des problèmes par rapport aux accusations finalement de démonisation, d'être des démons qu'on leur fait. Donc, c'est dans tous les fronts que le mouvement noir, c'est sur tous les fronts que le mouvement noir travaille, culture, religion, espace public et recherche d'une certaine forme de reconnaissance. Et la question des quotas m'est apparue une toute petite chose par rapport à la question des réparations. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a des chercheurs très illustres français qui me disaient « Mais non, le mouvement noir n'existe pas au Brésil. » Il y a d'autres personnes qui me disaient « Au Brésil, les réparations, ça ne veut rien dire. » J'en ai entendu parler dès la première semaine. C'était très, très facile de commencer à voir ça. Il m'est arrivé un événement que je dois absolument raconter ici. C'est que au départ de ce projet, j'ai eu 2 fois des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour ça. Au tout début, on m'avait conseillé de rencontrer un chercheur que je ne vais pas nommer ici. Et ce chercheur, c'est quelqu'un de très connu, très illustre, dans une université brésilienne très reconnue, qui m'accueille. Et puis moi, j'arrive. À ce moment-là, je dirigeais la revue Anthropologie et Société. J'étais présidente de l'association canadienne, de la Société canadienne d'anthropologie. J'avais mon financement. Je voulais juste discuter, moi. Je ne demandais pas grand-chose. Alors, on a discuté, et puis je lui montre le projet, puis il voit bien étudier les réparations à partir des yeux du mouvement noir. Et j'ai senti un très grand inconfort, très, très grand inconfort, que je n'ai pas saisi tout de suite. Et puis là, il travaille avec une autre chercheure qui est un peu dans la même perspective. Puis c'est des gens qui ont fait toute une partie de leur vie sur les religions afro-brésiliennes. Donc, c'est des gens très informés, très formés.
Et finalement, je finis par comprendre par la suite, parce qu'on ne s'est jamais revu, que ces personnes sont des personnes qui écrivent au président de la République en tant qu'anthropologue pour dire au président de la République, dommage, mais si vous faites ça, si vous instaurez des quotas dans les universités, on va faire du racisme et on va détruire la qualité de nos universités. Et il s'engage dans tout un débat. Donc là, ça a engagé l'Association brésilienne d'anthropologie, qui était elle aussi divisée avec tout ça, parce que là, vous savez, quand on entre dans les détails cette histoire-là, c'est extrêmement compliqué. Il y a des souffrances, il y a des gens qui ont mis leur tête sur le bio pour, je dirais, défaire une histoire qui était très préjudiciable aux Afro-Brésiliens. Aujourd'hui, ça s'est calmé. La plupart des universités ont, sauf São Paulo, ont accepté d'introduire des quotas. Et les quotas, ils fonctionnent pour les Noirs et d'autres minorités. Ils en sont revenus. Mais c'était absolument terrible, terrible, terrible. Mais surtout, je voudrais insister là-dessus, ce chercheur me demande, vous êtes canadienne? Dans un contexte comme ça, on dit oui. Et il me dit, et vous allez en finir avec le multiculturalisme? J'ai failli m'étouffer. Alors, devant une question comme ça, et devant ce que je sentais sans savoir nommer ce qui se passait, j'ai dit, vous savez, chez nous, c'est une loi. C'est dans la Constitution. Je ne fais pas plus de commentaires que ça. Ça voulait dire, avant d'en finir, je ne sais pas trop. Mais je ne comprenais pas très bien quel pont il faisait entre le multiculturalisme et mon truc sur les réparations. Là, j'étais un peu... Bon, mais après, bien sûr, j'ai saisi. Mais en fait, c'est toute la question de la diversité qui était posée dans cela. Du traitement de la diversité. Moi, je le vivais comme une anthropologue qui va sur un terrain, qui veut juste comprendre un groupe, qui parle d'une certaine manière, et comme j'ai eu le plaisir de le dire, qui peut combiner assez facilement le langage de Shango avec le langage des droits. L'anthropologie brésilienne, dans sa tradition, peut séparer les choses en disant les droits, ça va aller avec la sociologie, et puis Shango, ça va aller avec l'anthropologie. On sait vraiment l'apport de l'anthropologie brésilienne à toute l'anthropologie des religions. C'est extrêmement important. On sait l'apport avec les Bastides et d'autres de ce que nous ont donné à comprendre les religions afro-brésiliennes des univers religieux. Donc, c'est très, très important. Mais celui qui n'est pas du candomblé, celui qui parle le langage des droits et de la citoyenneté et qui est noir est aussi authentique que celui qui pratique la religion de Shango. Pour moi, c'était une évidence totale. Et en plus, je me suis mise à fréquenter des gens qui mangeaient à tous les râteliers, c'est-à-dire... quand vous rencontrez un avocat qui vous dit des droits humains, qui vous dit « Bonjour, je suis de Shango » et qui travaille pour le président de la République, vous découvrez des univers, un directeur de la grande bibliothèque nationale qui pratique le candomblé et d'autres comme ça, évidemment des gens plus simples aussi. Mais alors, ces combinaisons-là, je les ai vues de multiples façons, sans que ça fasse problème. Mais ça faisait problème à des anthropologues qui, tout d'un coup, avec la montée de ce mouvement et l'importance de l'affirmation des droits et des droits à une religion autodéterminée sans avoir à être discriminée, parce que c'était la question de la discrimination qui était plus importante pour le mouvement que la pratique elle-même qu'ils ont toujours réussi à faire avec ou sans discrimination. Alors ça a été... j'ai transformé la question posée sur le multiculturalisme en question sur la construction interne de la diversité. Comment une anthropologie locale construit
sa propre manière de saisir l'altérité et comment ceci va influencer dans le champ scientifique et comment ceci va jouer sur ma manière de saisir finalement, entre guillemets, l'objet. Hein, mon objet, c'était les réparations, mais aussi c'était le travail face à une discipline qui, pendant longtemps, a considéré comme non authentiques des revendications qui pourtant, pour le cas du mouvement noir, étaient là depuis les années 1930. 1930. Et des grands anthropologues ont travaillé à une enquête de l'UNESCO dans les années 50. Vous savez, après la guerre, qu'est-ce qu'on demande à ce monde terrible dans lequel on se retrouvait après la Deuxième Guerre mondiale? C'était de trouver des exemples de pacifiques, des endroits où est-ce que le paradis pouvait peut-être être sur Terre. Et de cela, ça semblait être le Brésil à cause de son histoire de métissage et de rencontre des cultures noires, autochtones et européennes. Mais dans les faits, ce que cette grande enquête de l'UNESCO avait donné, c'était de montrer qu'au contraire, il y avait une séparation, particulièrement, là, c'était une enquête qui portait plus sur les questions ethnico-raciales blanc-noir. La question autochtone n'était pas posée dans ce schéma-là. Mais ils ont vu, on parle de 1950, les grandes inégalités fondées sur des questions de construction raciale. Et il y avait des anthropologues là-dedans. Mais ce n'est pas comme rester dans le décor. Ce qui a dominé l'institution, je dirais, scientifique, comment elle est construite, comment elle s'est construite au Brésil. Si vous allez dans des endroits comme le Museo Nacional, hein, à Rio de Janeiro, qui est un endroit extrêmement célèbre, hein, qui a été fréquenté par Lévi-Strauss et, bon, aujourd'hui Vivero de Castro, cette grande anthropologie-là n'est pas très présente dans les questions citoyennes aussi posées par les gens avec lesquels nous travaillons. Ce que m'a appris ce projet, et je pourrais parler des films tout à l'heure, ça a été finalement de tenter de faire un débat sur l'intérêt de comprendre la question des droits humains comme on prend n'importe quel objet en anthropologie. Donc, si Appadurail a parlé de la vie sociale des choses, j'ai aimé reprendre l'idée de vie sociale des droits et de suivre une idée. Comment, des années 30, cette idée-là arrive maintenant, aujourd'hui, des années 1930 à aujourd'hui, et comment la notion de réparation, dont on me disait qu'elle n'existait pas au Brésil, est quand même sur des pancartes, dans des manifestations. J'ai quand même pas écrit le mot réparation, moi. Et ça arrive dès les années 80. Alors, ça a été un travail qui m'a permis de confronter une discipline dans ses difficultés à passer, je dirais, des frontières de la culture, du religieux, du juridique, et de les transcender un petit peu, puis de me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'écouter en anthropologie? Comment j'écoute et comment je traduis, et comment je pense, je peux expliquer des revendications de justice dans toute leur intelligence et dans toute leur justesse.